Bon, Steph, c'est pas drôle, remets l'échelle. Steph? Le transport par câble a ses passionnés à Taninges. Deux frères collectionnent de vieilles cabines qui, grâce à eux, retrouvent une seconde vie. Aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau métier, le métier de cordiste. Pas vrai, les gars? Ouais. Allez, les gars, suivez-moi, on va monter là-haut. Suspendus dans le vide toute la journée, ces hommes travaillent sans relâche à la sécurisation d'une route. Ils sont cordistes, un métier hors du commun. Eux aussi sont perchés, tout en douceur, mais toujours sur le fil. Ils évoluent au cœur des plus beaux panoramas du monde. Aujourd'hui, Chronique d'en haut vous emmène sur la corde raide. La slack, une pratique qui est née dans les années 80 dans le parc naturel américain du Yosemite. Pour travailler leur équilibre, les alpinistes marchaient sur leurs cordes d'escalade tendues entre deux arbres. Avec de l'expérience, les adeptes effectuent de longues traversées sur une highline. C'est à Lyon que Laurent a décidé de suivre son premier cours. Salut Antoine. Alors Salut c'est Laurent. quoi la slackline exactement? La slackline, c'est ça. Donc c'est la sangle molle, si on traduit ça directement de l'anglais. Et en fait, c'est une pratique un peu des arts du cirque ou du funambulisme, mais sur ce type de matériel. Mais il y a une différence justement entre ce que vous faites et les funambules? Les funambules, déjà, ils sont sur des câbles, donc il n'y a aucune élasticité, alors que là, on a des systèmes qui sont très élastiques. Ouais. Et aussi, ils utilisent une perche, c'est-à-dire qu'ils ont un grand stabilisateur, alors que nous, on fait uniquement avec nos bras. Avec un peu d'entraînement, il devient facile et plaisant de déambuler sur cette sangle de seulement 2,5 cm de large. Mais contrairement aux apparences, ça n'est pas si simple. J'ai la chance d'avoir un bon prof sous la main, à mon tour d'essayer. Donc on s'assoit dessus en ciseaux. Alors là, hop, en ciseaux, donc il faut essayer de poser une fesse plus que le milieu. Ouais. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lever les deux bras, parce que les bras, c'est Là, ça l'équilibre. va, chef. Voilà, On est nickel. bien, là. On est bien. Et là, maintenant, il faut essayer de lever les pieds doucement. Donc, Ah si oui, tu veux, d'accord. je peux te donner une main. Ouais, je veux bien. Et au début, il faut lever les pieds, essayer de trouver l'équilibre. Et Les bras, il faut essayer de les mettre un peu plus haut, casser les coudes. Au contraire, Et voilà. Et là, ça, c'est le début. Bon, évidemment, il faut un peu d'entraînement, mais ce sport est accessible à tous et peut se pratiquer presque partout, comme ici à Lyon, dans le 6e arrondissement, où se retrouvent les membres de l'association Équilibre. Passé la phase d'apprentissage, plus ou moins longue, la progression est ensuite régulière. ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? 4 ans. Ah oui, 4 ans, donc on progresse assez vite quand même, parce que là, tu es sur une slack de 80 mètres, c'est ça? Exactement. Ouais. En fait, on progresse de manière très linéaire, progressive. On commence avec 10 mètres, le jour où on la passe, on en met 12, puis 15. Et en fait, c'est assez rapide de progresser parce qu'il n'y a pas de palier, de vrais gros paliers. Ouais. On peut mettre la longueur qu'on veut, avec la tension qu'on veut, et donc se mettre la difficulté qu'on veut. Après 1 ou 2 heures de pratique, tu dois être lessivé. Plutôt oui. Ouais. C'est assez agréable pour ça en fait. Ça fatigue dans la durée, c'est que du gainage. Là, depuis que je suis monté, je suis tout en gainage. Et donc ça fait bien travailler les muscles. C'est agréable. Une pratique régulière permet également d'apprendre à se maîtriser, à se concentrer et même à se relaxer, enfin quand on peut. Il existe aussi différentes façons de faire de la slack, comme ici sur une jump line, en enchaînant des figures extrêmes sur une sangle tendue à plus de 2 tonnes. Et avec plus de vide en dessous, ça s'appelle la highline. Direction le reposoir dans les Aravis, à la rencontre de Nathan Paulin, spécialiste de la longue distance qui a marché au-dessus du vide aux 4 coins du monde. J'imagine que tu as exploité le site autour de ton village en slack. Alors oui, j'ai eu la chance un peu de pouvoir me balader partout. J'ai commencé ici entre 2 arbres, tout petit. Après, j'ai été notamment sur le lac, Ici, là? au-dessus de l'eau, ouais. Ah ouais? J'ai été sur toutes les montagnes un peu partout, sur la Pointe Percée, sur le Bargy. T'as beaucoup voyagé alors, un peu partout. Alors oui, ça m'a permis de voyager à droite à gauche, notamment en Chine. J'ai été super souvent en Chine, ils aiment bien le spectacle que ça fait, puis ça met un peu en valeur leur paysage. Et l'endroit qui t'a le plus marqué justement en Chine, c'est quoi? L'endroit, il y a plein de choses. C'est peut-être Shenzhou, c'est un endroit, ça fait vraiment des montagnes complètement différentes de ce qu'on connaît ici. Des genres de pains de sucre là, qui sortent un peu de la végétation. Et ça dépayse bien. Et c'est important, quand tu fais de la slack, d'être dans un paysage différent ou finalement c'est toujours le même exercice? Alors justement, comme c'est toujours le même exercice, plus ou moins après,
le paysage il influe vachement en fait. Quand on est sur une highline, on est hyper sensible à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Alors dis-moi, quand tu tends une ligne comme ça, une slack, entre deux points très éloignés, techniquement, tu fais comment? Parce que tu ne peux pas descendre dans la vallée, remonter de l'autre côté en tirant sur la corde. Alors des fois on fait ça, mais maintenant quand c'est très compliqué, on envoie un drone en fait. Ah ouais? Le drone il va tirer un fil de pêche et sur ce fil de pêche on accroche une petite corde et sur cette petite corde une plus grosse corde et à la fin on met la sangle. Alors toi, en fait, tu n'es pas champion parce qu'il n'y a pas de championnat, hein, c'est pas un sport qu'on peut millimétrer. En revanche, tu es recordman de la plus longue distance en highline. C'est ça, j'ai eu plusieurs fois le record du monde de la plus longue distance, dont le record actuel qui est de 1662 mètres, que je partage avec 2 copains qui sont Pablo et Lucas. Et la difficulté quand tu fais de la longue distance, quand tu fais ton record, c'est quoi? C'est la concentration, la durée, c'est physique? Alors le physique c'est important mais on l'acquiert assez vite, c'est vraiment mental en fait. Il y a vraiment, il faut se battre, il y a des moments où c'est facile, ça déroule, mais il y a plein de moments où c'est très difficile. Et il suffit de craquer une demi-seconde dans sa tête, on rattrape la ligne et c'est fini. Nathan ne craque pas souvent, même si parfois il y a de gros enjeux, et le stress qui va avec, comme ici lors du Téléthon, quand il a relié la Tour Eiffel au Trocadéro. 700 mètres de longueur à plus de 60 mètres de haut. J'ai jamais été aussi stressé que sur la Tour Eiffel parce que c'était en direct à la télé, parce que j'avais un seul essai et parce que je devais le faire. Voilà, c'était un ensemble de choses. Là, j'avais la pression monstrueuse et c'était quelque part bien aussi parce que là, le stress, il vient plus du vide. Il vient de tout ce qu'il y a autour, hein, comme quand je traverse un stade de foot, quand il y a 20 000 personnes qui regardent. Là, ça met une pression différente. En fait, c'est du développement personnel. On te dit toujours qu'il faut profiter de l'instant présent, ici et maintenant. Donc ce sport, cette pratique, la slackline, aide à ça. Bah oui, c'est un super moyen de l'accéder en fait. C'est vraiment, moi je dis que c'est une méditation facile parce qu'en méditation, quand tu es assis et qu'il faut te concentrer, si tu ne te concentres pas, tu n'as rien pour te le rappeler. Tandis que quand tu marches sur une sangle, si tu n'es pas concentré, tu es par terre. Donc je dis facile entre guillemets. Direction Taninges, en Haute-Savoie, où Laurent a décidé de faire un peu de ski, mais vu le matériel, ce sera en mode vintage. Dis donc, il n'y a pas beaucoup de neige cette année. Hein. Ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de neige. Peut-être qu'en haut, on en aura un petit peu plus, mais là... C'est triste. Oh mais dis donc, t'es pas dans n'importe quelle cabine là? Alors effectivement, on est dans une cabine de téléphérique qui est sans doute la plus célèbre du monde. Celle de l'Aiguille du Midi, à Chamonix, eh oui. Et on est à plus de 4000, et j'ai même pas le vertige, c'est vous dire. Laurent, c'est normal. Viens voir, on est à 4000 millimètres. Ouais, c'est vrai. Bon, d'accord, 4000 mm, 4 mètres, c'est pas pareil. N'empêche que là, je me trouve chez 2 frères complètement passionnés par les remontées mécaniques. Ils ont passé une bonne partie de leur vie à récupérer des vieux télésièges, des vieux télébennes, des vieilles cabines qui ne servent plus, pour en faire un lieu hors du temps, hors du commun, qui va sans doute vous donner la larme à l'œil, parce que ces vieilles remontées mécaniques font sans doute partie de votre histoire si vous avez fait du ski. Depuis les années 60, les remontées mécaniques n'ont cessé de se multiplier et de se moderniser. Les stations changent régulièrement leurs installations et grâce à ces 2 frères, ces vieilles cabines retrouvent une seconde vie. Alors tu vois, pour moi ici, c'est ma Madeleine de Proust. Je reconnais plein de modèles de télésièges que j'ai la chance de prendre quand j'étais gamin. Mais ça vous est pris comment, cette volonté de récupérer tout ça? Il y a à peu près 17 ans, avec mon frère, on a acheté une toute première cabine un jour et ça a été le coup de foudre. Et quel coup de foudre! Dans cette caverne d'Ali Baba sont entreposées près de 200 cabines de toutes les tailles et de toutes les époques, notamment ces cabines de la Plagne qui montaient à la Grande Rochette. Alors il y a des petites cabines comme celle-ci, il y a aussi ce modèle-là qu'on a vu partout dans toutes les stations. Alors comment il s'appelle celui-là? Il a un nom? C'est le modèle SP6 de chez Poma, ouais. Ouais, alors ça on en a vu partout, Ouais. mais il a fallu faire pas mal de kilomètres pour trouver tout ça, non? Et puis négocier parce que les gens ils vous les donnent pas forcément. Ah non. Au début, c'était des cabines qu'on achetait pas cher, mais aujourd'hui, c'est devenu un objet très marketing pour la publicité. Ouais. Ça c'est incroyable. Alors ça j'en ai vu, je crois, c'était dans les Dolomites, à Cortina d'Ampezzo. Tout à fait, c'est ça, ouais. C'est incroyable, c'est des cabines, on est debout dedans. 2 places debout, ouais. Ouais, avec juste un petit truc pour Ouais, s'asseoir. un petit siège, c'est ça. Et il y en avait toutes les couleurs. Alors là, moi, il m'arrache une larme.
Parce que je le connais très bien, celui-ci. J'ai l'impression qu'il te parle, celui-là. Ouais, c'était le télésiège du Créron à Valloire. C'était un monoplace qui a été installé, je crois, dans les années 50. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup des comme Ouais, ça. ouais. Et je l'ai pris, ce télésiège. Et je me souviens même qu'il fallait parfois lever les genoux pour ne pas racler la neige au sol. Ah, le télésiège du Créron, je l'ai pris des centaines de fois. Et d'ailleurs, là, c'est moi, dans la poudreuse. Pas mal le style, mais un peu en arrière quand même. Hein. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et alors ça, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ah, celle-là, tu vas pas en voir souvent. Celle-là, pour la petite histoire, c'est la fameuse cabine qui nous a, mais qui ça- nous a ça donné, qui nous a donné la folie et la fièvre des télécabines. C'est celle-là. C'est celle-là, la première? Ouais, ouais. C'est une Je peux y aller, là? Ouais, vas-y, y a Ça va de pas souci. s'effondrer? Tu risques rien. Et on rentre à deux là-dedans? T'es monté dans l'aiguille du Midi, tu peux monter dans celle-là. Donc pour la petite histoire, c'est télécabine de place de l'Index à Chamonix. Alors ça, mais ça date de quand? C'est des années 60. Oh la vache. Alors quand t'es dedans, en fait, vu que normalement il y a une vitre, Ouais, ouais, eh ben tu peux pas sortir. tout à fait. Donc il y a un... À l'arrivée, il y a un, il y a quelqu'un qui portier t'accueille. qui t'accueille et qui t'ouvre la porte. Voilà. Bienvenue à Chamonix. Tout à fait. Collectionneurs passionnés, ces deux frères chinent dans le monde entier des pièces rares. Petite visite dans un lieu tenu secret pour y découvrir de véritables trésors. Et alors ça, j'ai jamais vu ça non plus. Alors ça, c'est une cabine ambulance de Super Châtel. Ah, pour redescendre les blessés. gens blessés. Ouais. D'accord. Mais c'est quand même incroyable. Bon, la Tour Eiffel, c'est un peu hors sujet quand même. Hein. Complètement. Voilà, mais il faut bien de temps en temps. Et celle-ci, là, incroyable. Alors ça, c'est une cabine qui vient d'Allemagne. Il y a 2 exemplaires reconnus au monde. Voilà. Et de quelle année? C'est des années 50. Un vrai voyage dans le temps, des décennies de transport par câble devant nos yeux. Ces amoureux nous replongent dans nos souvenirs d'enfance. Ça, c'est incroyable, ça me dit quelque chose. C'est un Télébène. Bah, tu devrais le connaître, ouais. Ça vient de ta station, ça. Ouais. Ça vient de Valloire. Ah oui, Ouais, il y en avait Valloire. un. Mais alors, dis donc, quelle année, là? Bah, ça, c'est le tout premier inventé par Julliard en 47. Ouais, non, j'étais loin d'être né. Ouais. En fait, t'as vraiment de quoi faire un musée. C'est un vrai musée. Ouais, nous, c'est le but. Hein. C'est une passion avant tout. Un métier aussi, mais notre but, c'est d'acquérir un maximum de télécabines. C'est notre patrimoine, on y est attaché. Et je pense que c'est vraiment bien de garder ça. Et alors, dans cette partie du hangar, on trouve les pièces les plus rares ou les plus bizarres. Elle a servi à quoi, cette cabine-là? Et celle-ci, on l'a louée un hiver pour une soirée dans un club échangiste. Et voilà, d'où la petite déco. Ici, il n'est pas seulement question de collection. Ces touche à tout rénovent et modifient leurs trésors sans limite. Toutes les idées sont les bienvenues, des plus convenues aux plus farfelues. Allez, levez les skis. Donc en fait, eh ben, ça sert à ça. Hein. Vous les rénovez, ces vieilles remontées, puis vous en faites des bancs, des tas de choses. Là, on les aménage complètement à la demande du client. Aménagement pour des restaurants, des événements ou encore décoration pour des particuliers. D'ailleurs, cet après-midi, si tu veux voir un truc vraiment sympa, il faut nous suivre. Eh ben, on va te suivre. Attends, on arrive là. Ouais. Levez le garde-corps. Ça marche. Allez, c'est parti. Et l'un de leurs petits trésors a été acheté par le propriétaire d'un chalet à Avoria. Il doit être livré et installé aujourd'hui. Ah bah voilà, il est là le grutier. Ce qu'on va faire, on va rallonger avec une corde, avec une sangle. Oui. On met une corde dessous. Oui. Et puis on envoie. Ok, pas de souci. En fait, tout le problème, c'est que comme il n'y a pas d'accès au balcon côté falaise, il va falloir que l'œuf soit emmené par-dessus le chalet jusqu'au balcon pour être installé sur le balcon. Et il va servir de, je sais pas quoi d'ailleurs, de fumoir, je crois. Cet offre n'est pas là par hasard. Quand les propriétaires ont demandé à l'architecte Florine Burger de rénover leur chalet dans l'esprit des années 70, il est devenu évident que les formes de cet objet allaient très bien se marier avec le reste de la déco. Mais avant cela, il retrouve les airs une dernière fois. Et toute la réussite de l'opération repose maintenant sur le sang-froid et la précision de notre grutier Hervé. Tout doux. Je peux vous aider ou bien? Non, laisse-la comme ça. Ça va bien. Vas-y. Allez les gars, petite touche finale. Ah oui, d'époque aussi. Hein. Et d'époque, hein. Ouais. Ils sont assortis ceux-là. Bah, tu sais, c'est vraiment génial. Allez, Ils au vont revoir. être bien là, sur le balcon. Là, il y avec a la vue. une vue magnifique. Franchement, c'est génial. c'est cool. J'en veux un. Eh Bon, ben, j'en veux. allez, feu. Et voilà comment des objets qui devaient finir à la benne retrouvent une seconde vie face à un paysage exceptionnel.
La corde raide, ces hommes aussi la connaissent bien. Alliant les compétences du BTP et de l'alpinisme, ces cordistes travaillent suspendus dans le vide toute la journée. Rencontre avec Victor, Sébastien et les autres, des ouvriers hyper spécialisés. Donc toi, Victor, tu es conducteur de travaux dans une entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques. Exactement. Et tu es super jeune, c'est pas banal. Et je pense qu'il y a un côté passion aussi. J'ai toujours évolué en montagne et pouvoir allier la passion avec son métier, c'est quand même quelque chose de génial. Alors pourquoi on a un casque, je me doute, mais le baudrier, ça penche là-bas? Alors le casque, on est comme sur tout chantier, et puis le baudrier, tu vas voir, c'est pentu. relativement... En même temps, je m'en doute un peu parce que si vous travaillez sur des cordes, c'est qu'il y a du gaz. Exactement. Et du gaz, il y en a sur ce chantier aux dimensions impressionnantes qui va durer 8 mois. En avril 2018, en Haute-Savoie, à Vinziers, près de Thonon, 600 mètres cubes de roche se décrochent de la falaise et tombent sur la route. Alors, pour permettre la réouverture de cet axe routier, le département fait appel aux compétences d'une société de travail en hauteur, afin de prendre en charge la sécurisation de la zone. Et alors là, donc, c'est le schéma de tout ce qu'il y a à faire. Nous on est là, hein, c'est ça? Alors on se situe par ici, ouais. Donc on est vraiment en tête de zone. Ça, c'est le plan d'exécution de tous les travaux qu'on va réaliser sur cette falaise en élévation. Mais combien de temps il faut pour arriver à faire tout ça? Parce que c'est grand, là, il y a, je crois, 120 mètres de vide. Hein. Il y a à peu près 120 mètres de dénivelé entre la tête de zone et la route, sur à peu près 400 mètres linéaires de zone. Alors, tu m'emmènes où, là, maintenant? Alors maintenant, je vais t'emmener donc sur cette zone-là, en tête de falaise. Pour ça, on va devoir s'équiper, forcément. Donc on va mettre c'est un chantier, le règles casque, de sécurité, chantier, exactement. casque et baudrier. Et puis le baudrier, puisqu'on va évoluer en tête de zone. Voilà, Tout à et fait. puis il est lourd celui-là. Allez, c'est parti. Ici, on ne plaisante pas. Ce chantier hors norme a démarré avec de gros travaux de purge sur le haut de la falaise et de l'élagage afin de sécuriser la zone de travail des cordistes. Ici, tout est engagé, même l'accès au chantier. C'est bon, Victor? C'est bon, Laurent, tu peux venir jusqu'à moi. Alors là, ça va que c'est sec, mais quand la terre est humide, ça doit sacrément glisser. Hein. Et le problème, c'est que si tu tombes ici, juste en dessous, il y a la falaise. Évidemment, exactement. C'est pour ça qu'on a des lignes de vie qui D'où nous la ligne de permettent vie, ouais. d'accéder aux zones de travail. Tout à fait. Et tout ça dans des conditions un petit peu sportives, c'est ce qu'on va voir. Alors comment je fais pour aller là-bas? D'abord, je suis même pas sûr de pouvoir y aller. Si je peux. Si, tu vas pouvoir y aller en suivant la main courante. Donc de toute façon, tu vas passer sur la deuxième main Ouais, courante. mais je vais m'accrocher ça comme une moule à son rocher. Hein. Fais-moi confiance. Une longe après l'autre, comme une via ferrata. Ouais. Et tu vas pouvoir aller rejoindre Seb, qui va te parler du déroulage du grillage. Ok. Bon, Seb, mon ange gardien, j'ai besoin de toi. Bon, moi je te suis. Eh ben allez. À deux, Vers elle le tient but. ta corde là? Ouais, elle tient à 2 voitures même. Ah bon. Quand on vous voit travailler là, on se dit que non seulement vous cumulez la difficulté des métiers du travail public, c'est-à-dire voilà, des charges lourdes, etc., plus celle de l'escalade, il faut une sacrée formation quand même, non? Il y a une formation qui est de plus en plus conséquente et qui est de plus en plus adaptée au boulot. Après, je pense que là, notamment en travaux publics, donc en falaise, c'est surtout de l'expérience. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut être d'abord un bon grimpeur, c'est-à-dire à l'aise sur une corde, ou d'abord un bon agent de travaux publics. Il faut aimer un petit peu la corde. C'est sûr qu'il y a un côté passion là-dedans, que de toute façon, tu peux pas vraiment... tu fais pas ça sans cette passion-là. Il y a des gens qui ont commencé ce métier qui se sont dit « Allez, moi c'est bon, c'est pas pour moi, être suspendu à un câble ou à une corde toute la journée, c'est pas possible. » Ouais. Ouais. Il y a un mois, on en a un qui est venu faire un stage un petit peu, et puis au bout de 3 jours, il m'a dit « Je crois que c'est pas mon truc. Ouais. » Et puis tant mieux, c'est bien, c'est pas la peine d'insister. Comme je te disais, c'est une passion quand même. Ouais. Il faut que ce soit une passion. Toi, Sinon, tu le fais pas longtemps, ça. Toi, tu as essayé de concilier cette passion de l'escalade, de la montagne, avec ton métier de tous les jours. Quoi. Ouais, c'est ça. Et si on te demandait d'aller nettoyer les vitres du gratte-ciel de la Pardieu à 160 mètres? Alors, je suis pas très urbain, mais si. T'auras pas le vertige, non, pas plus? Non, je pense pas. Une demi-heure. Alors justement, tiens, en parlant de cette appréhension du vide que je connais bien, est-ce que ça t'arrive de l'avoir encore avec l'expérience ou ça disparaît complètement? Non, on l'a à peu près, enfin je pense en règle générale, on l'a tous quand on découvre une nouvelle zone. C'est-à-dire la première matinée qu'on a passée là, je crois tous autant qu'on est, il a fallu un petit temps d'adaptation, prendre un peu ses repères, comprendre comment ça fonctionne. Et puis une fois que tu as passé une matinée, une journée, ça va mieux. Et puis je t'avouerai que moi, en tant que chef de chantier, je préfère encadrer des gens qui ont un petit peu peur plutôt que des gens qui n'ont jamais peur. Et ça, j'en connais pas beaucoup.
La peur du vide est donc un gage de longévité pour ce métier passionnant. Sur la partie haute, des équipes travaillent à la pose de filets. Le matériel est acheminé par les airs, tant l'accès est compliqué. Pour ce qui est de la partie inférieure du chantier, on va retrouver Victor 120 mètres plus bas. La sécurisation complète de la route passe également par la pose de filets plus conséquents sur le bas de la falaise. C'est fou, Victor. Là, on se rend compte vraiment de la verticalité de cette falaise. Exactement. Et puis de sa taille. Et donc, ce sont les filets qu'ils étaient en train de tirer depuis le haut. De dérouler le long de la falaise jusqu'en pied de versant. Et puis là, on est actuellement en train de forer les ancrages de cet ouvrage de protection définitif qui sera là sécuriser la chaussée ultérieurement. Il y a encore énormément de travail. Mais d'ici quelques mois, la route qui mène au Val d'Abondance sera de nouveau ouverte. Et peut-être regarderez-vous cette falaise avec une petite pensée pour ces hommes qui ont travaillé plus de 8 mois en défiant le vertige. Ils sont suspendus dans le vide, mais c'est pour leur plus grand plaisir. Ce sont des touristes qui ont embarqué dans l'un des téléphériques les plus modernes du monde, le Skyway. Une merveille technologique qui permet à tous d'accéder à un panorama de haute montagne en toute sécurité. Alors voilà, ici on est à Courmayeur, à 1300 mètres d'altitude, face au versant italien du Mont Blanc, qui est incroyablement impressionnant. Et je vais prendre avec Stéphano ce téléphérique ultra moderne qui s'appelle le Skyway, qui part donc de 1300 mètres et qui arrive à 3466 mètres d'altitude en 2 tronçons. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on n'est pas obligé de se battre pour avoir la belle vue. Vous allez comprendre pourquoi. Ce téléphérique, c'est un peu comme un manège. Au début, tout va bien, mais soudainement, au bout de quelques secondes, la cabine se met à tourner comme une toupie. C'est vraiment une sensation très étrange qui pourrait presque donner le mal de mer ou le mal de l'air au choix. Mais rassurez-vous, à vitesse réelle, ça tourne comme ça. Donc on va faire un tour complet. Ouais, 360 degrés. Et on va voir comme ça toutes les montagnes autour de nous. Maintenant, on descend vers Courmayeur et on tourne Valveny et voilà, le Mont Blanc de l'autre côté. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça va pas trop vite. C'est pas une centrifugeuse non plus, hein. Donc tout va bien. En fait, la bulle tourne autour d'un axe central qui lui reste fixe et sur lequel est assis le conducteur. On va aller voir le conducteur. Buongiorno. Vous parlez français? Oui. Alors, c'est vous qui faites tourner la benne comme ça? Oui, tout automatique. C'est automatique. Mais vous bougez pas? Non. Vous êtes le seul à pas bouger? Oui. Voilà. Je suis ici. Donc en fait, si on a le mal de mer, il faut s'asseoir là. Ah oui, c'est vrai, dites donc, j'ai l'impression que vous partez, mais c'est moi qui tourne. Oui. Une fois accoutumé à l'effet de rotation, le voyage vers les hautes sphères est un travelling en douceur à 360 degrés sur les prestigieux 4000 mètres des Alpes. Ah voilà le Mont Blanc de Courmayeur, à gauche. À gauche, ouais, le Rocheux. Et le Mont Blanc tout court à droite. Voilà, glaciaire. Et comme ça, France et Italie, chacun il a son sommet. Ouais. Mais le nôtre, il est un peu plus haut. Ah, ouais. Mais le nôtre, c'est plus beau. C'est vrai. Spectaculaire, la gare d'arrivée à la Pointe-Elbronner ressemble à un vaisseau spatial qui se serait posé sur un piton rocheux. Super, magnifique voyage. Et nous voici maintenant dans un espace chauffé, climatisé, aseptisé et résolument futuriste. Presque déconnecté de l'univers de haute montagne qui l'entoure. Ici, le coffee bar italien. Hein? Ouais, avec la polenta, Ah, tout ça. le lasagne, le minestrone. Ouais. Et pour ceux qui veulent rester au chaud, les architectes ont aménagé sur 3 étages des espaces qui mettent en scène le paysage. Grandiose. Ça fait film de science-fiction. Oui. Et je trouve que l'hypermodernisme se marie très bien avec ce paysage assez violent de la haute Très montagne. sauvage comme ça. On va voir après quand on est dehors et on regarde la station. La station, ça ressemble à un cristaux. Un cristaux de... cristal? Un cristal, ouais. Alors, le jour où je parlerai italien aussi bien que tu parles français, tu pourras me reprendre. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say murder free. Strange things that happened here, a stranger would it be? We left at midnight in the hanging tree. Et voilà le sommet du sommet de la Pointe-Elbronner. Et normalement, on le voit d'ailleurs, normalement on doit voir le Cervin. C'est ça, c'est la pyramide qui est juste en face.
Et puis à droite, logiquement, bah, c'est le Mont Rose. Ouais, c'est tout le Mont Rose, toute la chaîne du Mont Rose. Deuxième plus haut sommet des Alpes après le massif du Mont Blanc. Ouais, C'est ça. ouais. C'est magnifique. Donc Très grand, tu me dis si parfait. je me trompe, hein, Stéphano. Donc Ouais. ça, c'est les montagnes du Val d'Aoste. Ouais. Le grand glacier, c'est le glacier du Ruitor. Ouais, il est immense. Hein, et c'est vraiment grand. Alors viens, je vais te montrer ma maison, moi. Alors tu vois, on voit la Meige, là-bas. Ouais. La Meige, 3983 mètres. Juste à côté, les aiguilles d'arbres qui sont penchées, vu d'ici. Ouais, ok. Et ben en dessous, il y a ma petite maison. Pas mal, hein. Et les écrins. Donc c'est incroyable parce qu'on voit d'ici, depuis les Alpes suisses, donc avec le Cervin, oui, jusqu'aux écrins qui sont dans les Alpes du Sud. Et derrière, c'est la région PACA et la vallée de la Durance. C'est incroyable le panorama qu'il y a ici.